qui sont nouveaux pour vous. Donc, il y a l'effet bathochrome sur le spectre, c'est-à-dire déplacement de la bande vers la droite. Il peut y avoir un déplacement de la bande vers la gauche, c'est-à-dire que le déplacement, ça veut dire la longueur d'onde, soit elle augmente, soit elle diminue par rapport à quelque chose. On a l'intensité de la bande, elle peut augmenter par un effet de l'environnement, comme elle peut diminuer. C'est-à-dire, on va vous donner deux cas, le cas initial et un autre cas où on introduit, par exemple, une double liaison ou un hétéroatome, et vous allez prévoir l'effet sur le spectre. Est-ce qu'il y aura déplacement de la bande vers la droite ou vers la gauche, ou là l'intensité, est-ce qu'elle va augmenter ou là va diminuer, ou là il y aura pas d'effet. Donc, on appelle ça l'effet bathochrome, c'est le déplacement des bandes d'absorption vers les grandes longueurs d'onde. L'inverse, l'effet hypsochrome, déplacement des bandes vers les courtes longueurs d'onde. Il y a aussi l'intensité, l'effet hyperchrome, augmentation de l'intensité, et l'inverse, l'effet hypochrome, diminution de l'intensité. Et on va voir ces quatre-là, comment ils peuvent se présenter. On va voir l'effet de la substitution. Supposons qu'on a le CH2, double liaison CH2. Il a une longueur d'onde maximale 165 nanomètres et l'intensité 15 000. Si on substitue, on introduit un méthyle. Donc, au lieu de CH2, CH2, on aura CH2, CH, CH3. Donc, on a introduit un méthyle, on a substitué un méthyle par rapport à un H. Et on fait le spectre UV, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la longueur d'onde passe de 165 à 170 et l'intensité, elle passe de 15 000 à 20 000. Donc, l'énergie, elle augmente, le delta E, elle est plus élevée que la deuxième et donc la longueur d'onde, elle est plus faible que la deuxième. On continue, si je fais une disubstitution, diméthyle éthène, on remarque que la longueur d'onde, elle passe de 170 à 174 et l'intensité de 20 000 à 24 000. Et là, on tire les conclusions. L'effet de substitution a un effet bathochrome. Donc, le spectre UV visible de la molécule aura des bandes, une bande pipi étoile plus importante, l'intensité, et donc elle se déplace vers la droite, 175 nanomètres. Donc, voilà comment on va voir l'effet de la substitution sur le spectre UV. Donc, on vous dit, la position de la bande d'absorption dépend de la présence ou non de substituants sur le groupement chromophore. Par exemple, plus le groupe éthylénique est substitué, plus la bande d'absorption due à la transition pipi-étoile est déplacée vers l'infrarouge. On dit qu'on a un effet bathochrome. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, une fois que vous avez compris ça, dorénavant, on va vous donner l'exercice inverse. Par exemple, on vous donne le cas, un éthylène monosubstitué, avec l'éthylène, et on vous dit prévoir les spectres UV les deux, et donc vous allez deviner que la longueur d'onde, là où il y a une substitution par un méthyle, sera plus importante par rapport à l'éthylène qui n'est pas substitué. Même chose pour l'intensité. Donc, vous allez déduire qu'il y a un effet bathochrome par rapport au spectre UV de l'éthylène. Donc, ça, c'est l'effet de la substitution. Par exemple, si on a les dérivés du benzène, le benzène, il est là, c'est 6H6. L'expérience montre que le maximum d'absorption, c'est à 254 nanomètres et epsilon, il est égal à 204 litres par mol par centimètre. Par ailleurs, on a le phénol. Le phénol, c'est une substitution par un OH. On a l'alénine, une substitution par un H, donc en H2.
et on a le paranitrophénol. Donc, les deux. On fait les spectres, ou là avant, ça dépend, on peut prévoir. Donc, quel est l'effet de la substitution par un phénol, qui est un groupement attracteur, un groupement donneur, et là, on a les deux. Donc, quand on a un effet attracteur, donc le phénol, lambda passe de 254 à 270 et l'intensité augmente. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On a un effet batochrome, lambda a augmenté. Si on a un effet donneur, NH de l'alénine, on passe de 254 à 280 et l'intensité augmente. Donc là aussi, on a un effet batochrome. Et quand on a les deux substituants, le paranitrophénol, là, on passe à 375. Donc, kiff, un effet batochrome. Donc, que ce soit une substitution par un groupement donneur ou l'attracteur, on a un effet batochrome. Maintenant, pour l'intensité, est-ce qu'il est hyper ou hypsochrome? Là, on a un hyperchrome. Pourquoi? Parce que l'intensité est passée de 204 à 1400 et quand on a une dissubstitution, on passe à 16 000. Donc, on dit que la substitution d'un des hydrogènes par un substituant tel que OH ou la NH2 donne un effet batochrome et hyperchrome. Batochrome par rapport à la longueur d'onde et hyperchrome par rapport à l'intensité. Un autre cas, là aussi, on a... Ça, c'est le même. Paranitrophénol. Oui, c'est le même cas. Moi, j'ai donné les deux hyperchrome les plus forts. Oui. Attendez. D'accord. Là, on insiste sur le fait que, bon, j'ai mis en rouge le paranitrophénol. On regarde que, justement, la valeur de lambda est très élevée par rapport à 254 ou la 270, mais elle est un peu moins importante par rapport à l'aniline. Et que l'intensité, elle est très, très importante, 16 000. Et donc, on dit que l'effet accepteur d'électrons et donneur en position para donne un effet batochrome et hyper les plus forts. Donc, ils sont les plus importants. Voilà. Donc, quand on a un des deux, c'est déjà un effet batochrome et hyperchrome. Mais quand on a la coexistence des deux, justement, l'effet est beaucoup plus fort. Maintenant, on va voir l'effet de la conjugaison. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu que quand on a une conjugaison et quand on n'a pas une conjugaison, les spectres sont différents. Et donc, la longueur d'onde va être différente. Mais quand on a deux doubles liaisons qui ne sont pas conjuguées, c'est comme si on avait un seul chromophore et ce n'est pas le même spectre. Maintenant, si on a l'éthylène ou le butadiène ou l'octatétraène, 4, 1, 2, 3, 4 doubles liaisons séparées par des simples liaisons. Donc, dans les 3 cas, vous avez des conjugaisons. Dans les 3 cas. Quel est l'effet de la conjugaison? On remarque d'après le diagramme énergétique que bien sûr, dans le cas de l'éthylène, la transition pipi-étoile, voici une idée sur l'énergie. Quand on a une conjugaison, dans le cas de le butadiène, le niveau d'énergie diminue et donc la longueur d'onde augmente. Là, il diminue encore plus, donc la longueur d'onde elle est plus élevée. Et là, il est très faible et donc la longueur d'onde est plus importante. Donc, on dit qu'on a un effet batochrome,
puisque les niveaux d'énergie se rapprochent, on a un effet battochrome. Donc, l'effet de la conjugaison a un effet battochrome sur le spectre. Alors, on va lire des explications. L'enchaînement d'insaturation va entraîner la délocalisation des électrons et cette délocalisation va traduire la facilité des électrons à se tout au long de la molécule, accompagnée par un rapprochement des niveaux d'énergie. Il en résulte un effet battochrome et un effet hyperchrome sur la bande d'absorption qui correspond à la transition pipi-étoile. On donne un exemple, l'éthylène, CH2CH2, et le buta-N3-diène, qui est Dans le cas de l'éthylène, on a 160 nanomètres et le butadiène, 217. Donc, un effet battochrome. Et l'intensité, il passe de 15 000 à 20 000, donc un effet hyperchrome. C'est pour ça qu'on dit il en résulte un effet battochrome et hyperchrome lorsqu'il y a ces remarques, c'est important. On peut vous donner des exemples et c'est à vous de prévoir l'allure du spectre lorsque vous avez une conjugaison ou pas. Donc, s'il y a conjugaison et on a un effet battochrome et en même temps un effet hyperchrome, l'intensité de la bande va augmenter. Alors, là, on a une remarque importante. On a combien de doubles liaisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 doubles liaisons. C'est quoi ce composé? C'est le bêta-carotène. C'est le principe actif qu'on trouve dans la carotte. Donc, on a 11 doubles liaisons. Le déplacement battochrome, il est à l'origine de la couleur de nombreux composés naturels. Dans les formules semi-développées présentent des chromophores conjugués étendus. Il y a conjugaison sur toute la molécule entre ces 11 doubles liaisons. C'est ce qui donne la couleur orange de la carotte. Donc, la couleur orangée du bêta-carotène, elle provient de la réunion de 11 doubles liaisons conjuguées. Et vous avez deux maximums, 1 à 497 et 466 nanomètres si on utilise le chloroforme comme solvant. Donc, les produits naturels colorés, d'où vient cette couleur? La liaison, je pense que ça doit être supérieur à 8. Si on a plus de 8, dès qu'on a plus de 8 doubles liaisons et elles sont conjuguées, là on a un produit qui est coloré. Et c'est le cas du bêta-carotène. Voilà pourquoi on a la couleur orange de la carotte. C'est grâce à la présence des 11 doubles liaisons conjuguées entre elles. Bien sûr, on a un effet battochrome sur le spectre UV. Alors, quel est l'effet du solvant? On peut utiliser un solvant polaire ou là un solvant apolaire. Quel est l'effet du solvant sur les transitions les plus importantes, NP étoile et PP étoile? Alors, la position, l'intensité et la forme des bandes d'absorption des composés en solution dépendent surtout du solvant. Je vous ai dit dans la dernière fois qu'on a commencé le cours, quand on donne une information sur un spectre, la première chose, c'est de donner dans quel solvant a été faite la mesure. Il faut toujours donner la nature du solvant. Déjà lequel, et bien sûr, si possible, donner sa polarité. Alors, les changements, c'est-à-dire tout ce qui est position, intensité et forme, ces changements, bien sûr, solvant, qui va entre un état fondamental et l'état excité, et donc il va modifier la transition NP étoile, la longueur d'onde diminue si on augmente la polarité du solvant. Donc on a un effet
euh, euh, un effet, un effet hypsochrome, un effet hypsochrome. Voilà. La transition NP étoile va avoir un effet hypsochrome. La transition, quant à elle, pi étoile, sa longueur d'onde va augmenter. Vous avez l'effet des deux transitions, pi étoile et pi étoile. Si on augmente la polarité du solvant lambda, on aura un effet batochrome sur la pi étoile et un effet hypsochrome sur NP étoile. Donc, il faut retenir ce qu'il y a en rouge. Et bien sûr, l'inverse est valable. Si on diminue la polarité, on aura la longueur d'onde qui va diminuer et elle va augmenter dans le cas de la transition NP étoile. Et on vous dit, l'étude des déplacements des bandes par effet de la polarité, il peut aider à reconnaître la nature des transitions observées. C'est vrai. Quand on vous donne par exemple deux spectres, tu as un composé, le même composé, mais dans des solvants différents. Et donc, bon, c'est le même composé, mais c'est les transitions qui vont changer. Et donc, vous allez voir, si vous avez une augmentation d'un spectre à un autre, la pi étoile, une augmentation de longueur d'onde, et on vous dit, par exemple, le solvant, il est plus polaire ou la moins polaire, vous pouvez déduire, est-ce qu'il s'agit de la NP étoile ou la pi étoile? Donc, l'étude du déplacement des bandes par effet de la polarité des solvants, il peut aider à reconnaître le type de transition observée. Est-ce que c'est la NP étoile ou la pi étoile? Sachant que quand on augmente la polarité du solvant, lambda diminue pour la NP étoile et lambda augmente pour la pi étoile. Donc, c'est une notion à retenir également. Là, c'est un truc en plus. C'est juste pour montrer l'intérêt de la spectro UV quand vous avez des composés colorés. Maintenant, on travaille avec un pH allant de 1 jusqu'à 12 dans l'eau. Et il y a des fonctions chimiques qui vont bien sûr être modifiées quand elles sont en contact avec l'eau, puisque l'eau, il est très polaire. Et là, on a carrément une variation de la couleur en fonction du pH. C'est des anthocyanate. Donc, c'est pour vous montrer que le solvant, c'est-à-dire l'eau qui est très polaire, voilà son effet sur la couleur des anthocyanates. Et donc, bien sûr, les longueurs d'onde, elles vont changer et même les absorbances. Alors, une remarque. L'allure des spectres d'absorption des molécules organiques peut être modifiée en changeant de solvant, en particulier si on passe d'un solvant apolaire, donc de l'interaction solvant-solvant. Et les solvants les plus utilisés, généralement en UV, sont l'éthanol à 95%, car il absorbe à la limite du lointain UV. Donc, il n'y a pas d'interaction avec généralement les molécules. Et les hydrocarbures saturés apolaires, comme l'heptane, l'hexane, car ils n'absorbent pas dans le moyen et proche UV, et ils vont solubiliser la plupart des composés organiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion par rapport à ce qu'on vient de voir? C'est que la spectro UV visible, elle permet de mettre en évidence les effets de la conjugaison, les effets chimiques qui affaiblissent les liaisons, comme on vient de le constater par rapport à la bêta-carotène ou là au spectre, à la différence des spectres entre des molécules qui comportent des doubles liaisons conjuguées ou non. Et on avait insisté sur le fait que les spectres vont être différents s'il y a conjugaison. On a montré aussi que la spectro UV, elle est d'une grande utilité si on veut mettre en évidence des groupements fonctionnels dans les molécules organiques.
Donc, vous pouvez voir s'il y a un hétéroatome ou non. Si on a une transition de pi étoile, il s'agira automatiquement que de chromophore C double liaison C. Mais si on a une transition NP étoile, on a automatiquement des hétéroatomes tels que le chlore ou l'oxygène. Et bien sûr, on a aussi l'effet de substitution qui va jouer un grand rôle. On l'a vu, la substitution par un groupement méthyle, par exemple, il va donner un effet battochrome. On peut retenir aussi que les spectres UV fournissent généralement peu de renseignements sur la structure moléculaire. C'est pour ça que la spectro-infrarouge elle est très appropriée si on veut approfondir la connaissance de la structure de la molécule. Néanmoins, la spectro-UV, on peut l'utiliser soit pour une confirmation, soit pour une identification grâce aux règles empiriques, c'est-à-dire les différents tableaux que je vous ai montrés. À chaque fois qu'on change un solvant, vous avez une longueur d'onde et un epsilon. Et donc, ça dépend des cas. De toute façon, on va vous donner des tables sur lesquelles vous pouvez vous appuyer si vous voulez faire une identification. Mais on peut retenir que l'UV visible wahdaha, elle ne va pas être suffisante si on veut identifier une molécule. Et c'est pour cela qu'on va entamer la prochaine fois la spectro-infrarouge qui, elle pourra nous dire quel type de fonction peut contenir une molécule et comment, grâce à un nombre d'ondes, c'est-à-dire l'inverse de la longueur d'onde, on pourra déduire quel type de fonction il y a dans la molécule. Donc voilà, je tenais à terminer le cours sur l'UV visible à ce stade-là. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser.